Quotidien ce soir avec le journaliste économique le plus célèbre de France, François Langlais, pour quoi qu'il en coûte chez Albin Michel. Et là, sur le bandeau, c'est marqué, bon, il y a votre visage qu'on reconnaît bien évidemment. Et sur la gauche, qui va vraiment payer? Donc justement, je vous pose la question, qui va vraiment payer? Est-ce que c'est les classes moyennes, les riches, les jeunes? Qui va payer en premier? Tout le monde? L'épargnant, oui, c'est tous les gens qui détiennent des Vous économies. dites souvent l'épargnant dans le livre. Oui. On est combien d'épargnants? On épargne tous. Oui. Je mets de l'argent de côté, je suis épargnant. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que, justement, la valeur de la monnaie, c'est de stocker le travail que vous avez fait pour les années qui viennent, ou pour tel ou tel projet, ou pour vos enfants. Et c'est ça qui risque d'être compromis par... Alors qui va rembourser le plus injustement alors? On peut penser que, si vous voulez, dans ces périodes-là, justement, si on arrive jusque-là, où la valeur de la monnaie diminue, c'est évidemment les plus modestes qui payent le plus. Parce que, généralement, quand on a l'habitude d'investir, on s'organise plus facilement, on évite les difficultés, on a un savoir sur la gestion de l'argent que tout le monde n'a pas. Mais c'est quelle génération? Pardon? C'est quelle génération qui va payer? Ouais. Ce sont nos enfants, les enfants de nos enfants? Beaucoup plus tard? Écoutez, On ne sait pas. je pense que ça va être assez largement réparti de ce point de vue-là, parce que... On va rembourser, nous, par exemple? Je pense d'une façon ou d'une autre, cette dette se rappellera à notre souvenir, oui, je pense à notre bon ou mauvais. Un bon mauvais souvenir. Pourtant, Bruno Le Maire, cet après-midi, il a annoncé une baisse d'impôts. C'est pas les mêmes horizons temporels. C'est-à-dire, à court terme, bien sûr, on gère un budget, donc on baisse ponctuellement tel impôt. Moi, ma perspective était d'élargir un peu la focale, c'est-à-dire de nous emmener un petit peu plus loin sur le moyen terme. Mais finalement, si vous voulez, cette épidémie ne fait jamais qu'exacerber, exagérer quelque chose qui était déjà contenu. Existant. Oui, on était déjà dans un système d'endettement assez problématique, et l'épidémie a dramatisé cette affaire-là. Alors, cela dit, c'est pas la fin du film, la crise. C'est-à-dire que, là encore, si on élargit la focale, on voit que, de tout temps, il y a eu des cycles économiques avec des secousses financières. Et qu'en général, bon, c'est pas facile à vivre sur le moment, mais ça prélude à une longue période de croissance, une fois que les choses se réorganisent. Et il y a des tas de signaux qui nous montrent qu'on pourrait être effectivement à terme de 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas. Donc ça, là, en fait, vous nous donnez un peu d'espoir. Oui, il y en a aussi. Je pense qu'au-delà de cette crise, parce que, si vous voulez, il y a derrière les difficultés financières aussi des choses positives. L'extraordinaire diffusion des nouvelles technologies, ça, c'est des réserves de productivité. Ça va changer la façon dont on travaille, ça va créer de nouveaux métiers, de nouveaux besoins, et c'est le renouvellement de la croissance, avec la transformation environnementale. On dit souvent qu'après une guerre ou une grave crise, ça va mieux. C'est vrai. Donc là, on est dans une C'est crise. vrai. Est-ce qu'on peut être un petit peu optimiste? La difficulté, si vous voulez, c'est que, bon, dans une guerre, au-delà des désastres humains qu'elle provoque, il y a du capital à reconstruire, des immeubles, des routes, etc. L'épidémie, elle fait le contraire, au fond. Elle préserve le capital tel qu'il est, et elle nous empêche de nous en servir. C'est là où on n'aura pas l'effet stimulant que peut avoir une guerre. Mais, sur le moyen terme, moi, je suis tout à fait convaincu que, justement, cette crise témoigne de la difficulté de changer notre système économique, et que derrière, on aura du carburant nouveau, avec l'innovation, justement, avec une situation financière qui sera assainie, justement parce qu'on aura purgé ces difficultés. Et qui va gagner à court terme? Les Chinois? Alors justement, c'est une des questions du livre. Je termine sur un chapitre sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine. C'est très étonnant de voir que cette épidémie, là aussi, a exagéré les choses, parce que ça fait un moment que l'antagonisme était là. Mais alors, il faut se mettre dans la tête des Chinois. C'est vrai que pour les Chinois, la façon dont nous n'arrivons pas à maîtriser l'épidémie, c'est le signe de notre décadence. C'est le fait que... La faiblesse. Oui. Que finalement, dans nos pays, l'individu triomphe sur la survie du groupe, qu'on n'est pas capable, justement, de ceinturer nos pulsions individualistes pour faire aller mieux le groupe. Et du coup, ils se disent, c'est notre heure. C'est à nous, parce que nous sommes le plus grand pays du monde, bientôt la première économie mondiale. Donc il faut pousser de son piédestal les États-Unis, qui est plutôt sur une logique déclinante. Donc on voit bien que c'est cette relation qui est clé, parce que c'est évidemment, ce sont les deux superpuissances, elle s'est détériorée.
et que c'est probablement aussi un des symptômes de cette crise de modèle que nous vivons. À chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, il y a un nouveau leader. Ça a été le Royaume-Uni, ça a été les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être le temps de la Chine. C'est tout à fait possible. Et c'est pas le moment de revoir tout le système? Ça va se faire. Ça va se faire. La mondialisation, c'est terminé? Je pense que c'est infléchi très sérieusement, bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps que je le pense, parce qu'elle a produit des tas de choses très positives. Ça a permis notamment à des centaines de millions de Chinois de sortir de la pauvreté. Et ça ne pouvait pas aller plus loin? Ça D'après vous. a eu aussi des effets pervers, très regrettables, notamment le sentiment que nous avons de ne pas avoir le contrôle de notre environnement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est révélé par la crise. On s'est rendu compte, on a fait l'expérience de la dépendance à l'occasion des médicaments, vous vous souvenez, quand il y avait des pénuries. Bon, alors c'était le Doliprane ou bien le Curare, etc. Mais en réalité, ça nous a parlé parce que ce sentiment de dépendance, nous l'avions déjà depuis un moment. Et on voit bien que les États sont en train de se réorganiser pour essayer de retrouver les leviers. Ils sont un peu rouillés, ça fonctionne moins bien, parce que justement l'économie s'est transformée. Mais je suis persuadé que dans les années qui viennent, tout ça va être réorganisé de façon très importante. Et que l'économie fonctionnera d'une façon beaucoup plus différente de celle d'aujourd'hui qu'on imagine. Et très rapidement, comment cette crise va se traduire politiquement en 2022? Ça secoue, parce que là aussi, c'est si vous voulez, l'essor mondial du populisme et des régimes autoritaires, il est spectaculaire. Mais c'est aussi un symptôme de la difficulté à s'adapter à ce modèle. Ça ne va pas durer. Alors, à quel horizon? Mais on voit que les populistes s'engouffrent toujours dans des brèches lorsque les partis traditionnels n'osent pas voir, ne veulent pas voir les problèmes des gens et qu'ils disent, ils continuent comme avant. Et du coup, on laisse parfois aux populistes le monopole du bon sens sur certaines questions, notamment sur la mondialisation, sur les frontières. Mais très rapidement, les partis traditionnels se réapproprient ces thèmes. Ils comprennent que c'est très important. On voit ça avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Lui-même nous parle d'indépendance nationale. Attendez, il y a encore 3 ou 4 ans, quand il a été élu, c'était sur des thèmes complètement différents. Il a basculé complètement, parce que la société a basculé. On a vécu 40 ans où c'était le désir de liberté qui nous animait collectivement. Ça a été d'ailleurs porté par cette génération des baby-boomers qui voulaient plus de liberté. Et puis, les baby-boomers partent à la retraite. On voit que la nouvelle génération et les nouvelles idées, c'est plutôt le besoin de protection. Les pouvoirs politiques s'adaptent à cela de façon caricaturale au début avec le populisme et je pense de façon beaucoup plus positive dans les temps qui viennent avec la transformation de l'offre politique. Merci François Langlais d'être venu discuter avec nous sur le plateau de Quotidien. Quoi qu'il en coûte, c'est chez Albin Michel et on vous retrouve aussi dans le JT de TF1. Merci beaucoup François. À bientôt.